Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons donc proposer une correction commentée de l'exercice dont l'énoncé est présenté sur cette diapositive ici. Donc, on va d'abord essayer d'étudier un petit peu l'énoncé de cet exercice. La première chose qu'on repère, c'est qu'effectivement, on nous donne l'expression littérale d'un signal sinusoïdal, donc ici qui est appelé U de t. Donc, je vous rappelle que U ici, c'est probablement une tension, un T, c'est le temps qui s'écoule en secondes et la tension est en volts. Du coup, l'expression littérale qui vous est donnée, c'est donc que le signal U de T, c'est donc sa valeur moyenne ici, plus l'amplitude, fois le cosinus de 2π fois la fréquence du signal, fois le temps qui s'écoule ici, plus une phase à l'origine. Ensuite, on vous donne la représentation temporelle d'un signal qui est noté ici U1. Et donc, une représentation temporelle, je vous rappelle, c'est donc la tension ici, en fonction du temps. Et du coup, on remarque tout de suite que ce signal est un signal sinusoïdal et qu'il n'est pas alternatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas centré, sa valeur moyenne n'est pas nulle. Et du coup, on se rend bien compte que du coup, le signal qui est représenté ici, donc à l'aide de cette courbe, en fait, a pour expression littérale, en fait, U moyen plus UM fois cosinus de πf fois t plus phi. Et la question qu'on vous pose, et c'est l'unique question de l'exercice, on vous dit en expliquant votre raisonnement, déterminer l'expression numérique de U1 de t. Donc il faut bien comprendre qu'ici on a l'expression littérale et qu'on vous demande l'expression numérique. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'en fait il va falloir déterminer la valeur de la valeur moyenne, de l'amplitude, de la fréquence ici, et de phi la phase à l'origine du signal. Ici, on n'a pas besoin de déterminer t, hein. T ici, c'est une variable, c'est d'ailleurs l'axe des abscisses qui correspond à votre x en mathématiques. Et du coup, il va juste falloir déterminer U moyen, UM, F et phi. Une fois qu'on aura déterminé leur valeur graphiquement, on remplacera dans cette expression et on aura terminé l'exercice. Donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire déterminer la valeur moyenne, l'amplitude et la fréquence du signal. Donc pour bien comprendre comment déterminer l'amplitude, la valeur moyenne et la fréquence du signal, j'ai remis ici une représentation temporelle, la représentation temporelle du signal en plus petit. Et du coup, on va commencer ici par la valeur moyenne. Donc ici, il faut tout de suite voir que le signal, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais est variable, est périodique, de motif sinusoïdal, et c'est aussi un motif ici qui est simple et non pas particulier ici, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser pour la valeur moyenne, eh bien, tout simplement la formule qui est Umax plus Umin sur 2, où Umax, c'est la valeur maximale du signal, et Umin, la valeur minimale. Donc déjà, la valeur maximale, c'est 6,0 volts ici. Hein. Pourquoi 6,0? Parce que par exemple, si le sommet était sur cette graduation, hein, on aurait 5,5 volts ici, et du coup, on aurait bien deux chiffres significatifs. Donc en fait, ici, c'est bien 6,0, c'est juste le logiciel qui enlève le 0 automatiquement et il ne devrait pas. Donc du coup, c'est 6,0. La valeur minimale ici, c'est moins 4,0. Et donc, on va faire le calcul de 6 plus moins 4 divisé par 2. Et donc tout ça, ça nous amène une valeur moyenne de 1 volt. Ça sous-entend que, pour faire simple, le signal ici est centré sur 1 volt ici, sur l'axe, enfin sur cette droite que je suis en train de tracer ici avec ma souris, qui vaut 1 volt. Donc maintenant, on va passer à la valeur de l'amplitude. Donc, par définition, l'amplitude, hein, c'est la tension crête à crête divisée par 2. Donc la tension crête à crête du signal ici, eh bien, c'est Umax moins Umin, c'est-à-dire qu'on va faire 6 moins 4 volts, c'est-à-dire 10, le tout divisé par 2, donc on va trouver 5. Ici, donc, je répète, hein, donc, la tension crête à crête, par définition, c'est Umax moins Umin. Du coup, ça va faire 6 moins 4, donc c'est 6 plus 4 ici. Et en respectant toujours les chiffres significatifs, ça nous donne donc 5,0 volts hein, ici. Ensuite, on va passer du coup à la valeur de la fréquence du signal. Il va falloir déterminer tout d'abord la période, c'est-à-dire la durée sur laquelle s'étale le motif ici. La période ici, alors on peut prendre plusieurs points. Moi, il me semble que celui-là, en fait, est facilement retrouvable ici. Donc du coup, on voit que le motif s'étale sur 2 millisecondes, mais attention, c'est pas 2, c'est 2,0, hein, parce que si ça s'était arrêté ici, on aurait mis 2,1. Donc 2,0, mais attention, millisecondes. Donc 2,0 millisecondes converti en secondes, c'est-à-dire fois 10 puissance moins 3. Et en respectant du coup les chiffres significatifs, en fait, on trouve 500 Hz, si je ne me trompe pas. Sauf que 500, il y a 3 chiffres significatifs. Ici, j'en ai 2, donc je vais devoir écrire 5,0 fois 10 puissance 2 Hz. Et du coup, on a fait déjà pas mal, c'est-à-dire que dans l'expression littérale, on a déjà la valeur moyenne, la valeur de l'amplitude et la valeur de la fréquence. Il nous reste à faire la phase à l'origine. Et du coup, justement, on passe à la phase à l'origine du signal. Déjà, il faut voir que le signal ici, le sommet, le premier sommet, si vous voulez, du signal, n'est pas à t égale 0. C'est-à-dire que ce sommet-là n'est pas ici. C'est-à-dire que déjà, le signal n'a pas une phase nulle.
Et du coup, la première chose que vous devez savoir, c'est justement la première étape dans la méthode vue dans le cours, c'est qu'il va falloir tracer le signal de référence. Ce que j'appelle le signal de référence, c'est en fait le signal qui a la même amplitude, la même valeur moyenne, la même fréquence, donc la même période que ce signal-là, sauf qu'il a une phase à l'origine. C'est-à-dire qu'en fait, on va tracer le même signal avec le sommet qui est ici. Donc on va tracer en fait le signal qui diminue comme ça, qui est décroissant. Et ça donne ceci. C'est-à-dire que ici, donc on a notre signal en trait plein, et en trait pointillé, ici, j'ai tracé ici le signal de référence. Alors vous, comme vous le faites à la main, vous n'êtes pas obligé de tracer tout le signal, hein, mais juste ce premier départ, entre guillemets, de signal. Pourquoi? Parce qu'après, on va devoir mesurer justement le décalage temporel entre ce signal ici, qu'on étudie, et le signal de référence. Donc ici, hein, j'ai bien réexpliqué ce qu'était le signal de référence, si vous n'avez pas tout saisi. Et du coup, première chose, avant de passer à la mesure du décalage temporel entre le signal qu'on étudie et le signal qui aura une phase à l'origine nulle, en fait, du coup le signal de référence, eh bien c'est de voir que du coup, en fait, le sommet, par exemple celui-là, du signal étudié, vient après le sommet du signal de référence. C'est-à-dire que du coup, le signal qu'on étudie est en retard par rapport au signal de référence. Et il faut bien faire attention que du coup, on étudie bien le signal étudié par rapport au signal de référence et pas l'inverse. Parce qu'effectivement, le signal de référence, il est bien en avance du coup par rapport au signal étudié. Sauf que, comme son nom l'indique, le signal de référence, c'est le signal de référence et par rapport auquel on se fixe. Donc du coup, on étudie bien le signal étudié par rapport au signal de référence. Et du coup, on se rend compte que ce signal-là, étudié, est en retard. Donc ça veut dire que dans toutes nos valeurs de phi de delta t, tout à l'heure, on devrait avoir des nombres négatifs. Et justement, on passe maintenant aux mesures du décalage temporel. Alors le décalage temporel, donc delta t, comme dans le cours, enfin j'ai repris la formule du cours ici, c'est l'instant de référence moins l'instant du signal. Ça veut dire quoi? Il faut prendre deux points identiques sur le signal de référence ici par exemple et sur le signal étudié et essayer de calculer la durée qui s'écoule entre les deux en faisant bien attention à prendre d'abord la valeur du référent et ensuite la valeur du signal. Alors pourquoi je ne prends pas ici, pourquoi je ne prends pas ici, même si ça peut être très lisible, c'est qu'en fait ça ne tombe pas sur des graduations ici. Alors par exemple j'aurais pu le prendre entre là et là, c'est vrai. Du coup moi j'ai choisi en fait entre les deux sommets ici et ici. Pourquoi? Parce qu'à la main en fait vous n'allez pas tracer tout le signal, vous allez tracer sûrement que le début du coup du signal. Donc vous allez avoir que ce sommet-là en fait. Donc du coup, entre ce sommet-là et ce sommet-là, quelle est la durée qui s'est écoulée? Sachant qu'il faut faire très attention, il faut d'abord prendre l'instant de référence, donc ici 0, hein, le sommet, ici il est bien à 0 secondes, moins l'instant qui correspond donc au signal. Ici, du coup, si vous regardez sur l'axe des abscisses, on est ici, donc on est à 0,2 millisecondes. Ici, alors pourquoi je mets 0,20? Bah, toujours pour la même raison, hein. Ici on a deux chiffres significatifs par exemple, donc là il faut que j'en ai deux, donc 0,20. Donc ça fait ici du moins 0,20 millisecondes à convertir bien sûr en secondes, donc c'est-à-dire moins 0,20 fois 10 puissance moins 3 secondes. Et donc ce décalage temporel, ça va nous permettre de calculer la phase à l'origine. On remarque juste une chose avant qu'on passe à la phase à l'origine, que du coup delta t est bien négatif ici, hein. Donc on a bien un retard du signal étudié par rapport au signal de référence. Et on arrive à la dernière étape ici pour déterminer la phase à l'origine du signal. Eh bien, il va falloir appliquer cette formule ici. Du coup, la phase à l'origine du signal, c'est donc delta t qu'on vient de déterminer, fois 2pi sur t, la période qu'on a lue tout à l'heure. Donc, on remplace, et du coup, on a donc le décalage temporel qui était de moins 0,20 millisecondes, donc moins 0,20 fois 10 puissance moins 3, fois 2pi sur la période qui était de 2 millisecondes, 2,0 fois 10 moins 3. Et là, on constate qu'en fait, le changement d'unité n'est pas très utile parce que du coup, ce 10-3 là, pardon, le 10-3 qui est ici et le 10-3 qui est ici vont pouvoir se simplifier. Et on se retrouve d'ailleurs avec du 0,2, du 0,20, pardon, divisé par du 2. Donc ça fait 1 dixième, 2 sur 10 en fait, ça fait 1 sur 5. Donc il nous reste en fait moins pi sur 5. Alors, si vous n'avez pas compris le petit calcul que je viens de faire là de tête, cette petite simplification, vous pouvez très bien faire ça à la calculatrice et vous trouverez en fait environ moins 0,63. Mais c'est vrai que souvent, la phase à l'origine, on l'exprime en fonction justement de pi. Donc ici, moins pi sur 5 ou moins 0,63. Et donc, il nous reste à conclure l'exercice. Ici, du coup, où on avait, à nouveau, je vous la redonne, l'expression littérale du signal, ici sinusoïdal, qui n'était pas alternatif. Et il va falloir remplacer U moyen, UM, F et Phi par leur valeur. Donc, ça va donner donc 1 plus 5 fois cosinus de 2pi fois 500, hein, pour parler plus vite, fois t moins pi sur moins pi sur 5, pardon. Ou alors, si vous avez pris la valeur moins 0,63, voilà,
Et on constate que du coup, on a bien d'ailleurs une phase à l'origine qui est négative, hein, vu que le signal qu'on étudie était en retard par rapport au signal de référence. Le plus important dans cet exercice, c'est vraiment de détailler chaque étape de vos calculs, ici de bien expliquer à votre correcteur comment vous obtenez U moyen, UM, F et surtout la phase à l'origine. Il ne faut pas juste en fait écrire le résultat final, parce que là du coup vous allez perdre beaucoup de points ici. Voilà pour cette correction commentée de l'exercice.